Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Hamid Frigui, notre metteur en ondes. Bonjour Chantal Ozouf. Bonjour André Malamu. Pour ces nouveaux numéros de Jeux de scène, puisque Jeux de scène est plus. Donc, dans un premier temps, on vous parle du spectacle vivant, hein, ce qu'il y a sur la scène, le théâtre, l'opéra, la musique, tout ce que vous voulez. Et dans un deuxième temps, eh bien, le cinéma, les livres et autres expositions. Voilà. Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de 1, 2, 3, Tchekhov, avec Gérard Rousier et Frédéric Schmitt, mise en scène de Jean-Christophe Barbeau. C'est à l'épée de bois, la cartoucherie de Vincennes. Mozart, le dernier voyage. C'est une adaptation avec Camille de Léobardi à partir de la correspondance de Mozart au théâtre de l'Essaillon. Une reprise de la comédie française Hors les murs au théâtre des Amandiers de Nanterre. La puce à l'oreille de Georges Feydeau, mise en scène de Lilo Bord. La comédie française Au Vieux Colombier, L'Ordre du jour, d'après Éric Vuillard, dans une mise en scène de Jean Bellorini. Et puis Une femme à la mer, d'après Florence Artaud, mise en scène de Stéphane Cotin. Une femme à la mer, d'après Florence Artaud, mise en scène de Stéphane Cotin, et c'est Nathalie Lucas qui interprète Artaud. C'est au théâtre des Gémeaux parisiens. On terminera avec le Festival des Places, organisé par le Théâtre de la Ville, qui a commencé samedi 25 avril. André, 1, 2, 3, Tchekhov. C'est Tchekhov le romancier ou Tchekhov l'homme de théâtre? Eh bien, c'est un peu les deux, puisque je crois que ça a été 3 nouvelles qui ont été reprises et adaptées au théâtre. Hein. Ou alors peut-être pas. 3 textes drôles et grinçants à un moment de théâtre. Donc, en fait, ces trois petites histoires, euh, des échecs, un vieux comédien ivre qui réalise que sa vie n'a été qu'une farce. Alors, elle est pas mal celle-là, parce que c'est le cabotinage dans le cabotinage. Et alors, il se réveille tout d'un coup, pof, et il a été oublié dans une loge. Tout le monde est parti. Et donc, il est complètement ivre. Et, euh, et alors, ce qui est très beau, parce que j'ai beaucoup aimé, ce serait Tchekhov, c'est que on s'aperçoit qu'il est complètement. Alors, il est vieux, il a au moins mon âge, et il s'aperçoit que finalement, enfin, on s'aperçoit qu'il est tellement cabotin que peut-être que quand il déclare tout son malheur, c'est peut-être là qu'il est encore le plus cabotin. Et puis, il y a d'autres situations, ils sont deux, et comme ils jouent très bien, et qu'en plus, bah, le texte, Tchekhov, en général, moi c'est mon auteur favori, mais bon, voilà. Donc, c'est un très très bon moment de théâtre à passer à l'épée de bois. Chantal. Mozart, le dernier voyage à Paris avec Camille de Léobardi. C'est une seule en scène, mais il me reste une belle impression de variété artistique. Pourquoi? Parce que Camille de Léobardi, elle joue au piano, elle chante et elle fait de la pantomime. Alors c'est ce dernier voyage de Mozart en 1778. Il veut rompre avec sa charge de cours. Il vient à Paris pour vivre de sa musique, mais bien sûr, cela ne va pas se passer comme il le souhaiterait. Les aristocrates bourgeois mécènes ne sont pas aussi complaisants, bienveillants qu'il aurait aimé. Et donc, par exemple, le duc de Guigne ne va pas payer ce qu'il lui a demandé, une symphonie et des cours. C'est à partir de la correspondance de Mozart qu'elle a écrit ce spectacle. On peut d'ailleurs écouter un petit extrait. Monsieur mon très cher père, j'ai à vous donner une très fâcheuse et très triste nouvelle. Ma chère maman est très malade. Elle a encore de la fièvre. Elle est très faible, elle délire. On me donne de l'espoir, mais je n'en ai pas beaucoup. Depuis longtemps déjà,
jour et nuit. Je suis partagée entre la crainte et l'espérance. Ce qui m'irrite le plus, c'est que messieurs les Français sont en mesure d'écouter aussi de la bonne musique. Mais quant à reconnaître que la leur est mauvaise, ou tout du moins à remarquer la différence, Dieu nous en garde. Et le chant! Oh! Mais si seulement les Françaises ne chantaient pas d'air italien, je leur pardonnerais volontiers leur beuglement français. Gâcher ainsi de la bonne musique, c'est insupportable. Camille de Léobardi, elle a un jeu très expressif, elle a un gestuel un peu grimaçant, elle a cette posture et elle permet d'incarner les portraits caricaturaux que Mozart fait de ces différents aristocrates. Alors, il y a un grand épisode autour de Saint-Germain-en-Laye avec le duc de Noailles. Donc, moi, j'ai aimé beaucoup cette pantomime. Et par exemple, elle mime la danse de la chorégraphie des petits riens qui avait été commandée par les ballets de l'opéra. C'est toujours sympathique d'entendre des sonates et le concerto pour flûte et harpe et aller la voir pour entendre, pour l'entendre chanter par exemple Lison dormait ou Alléluia. Musique, paroles et gestes fusionnent pour raconter un petit bout de vie de Mozart. C'est à l'Essaillon. André, La puce à l'oreille de Georges Feydeau, tu disais que c'était une reprise, c'est une mise en scène de Lilo Bord. Alors, c'est la comédie française, et parfois j'aime bien la comédie française. Non, parce que là, il y a vraiment tout un jeu. Alors, on sait ce que c'est que Feydeau peut-être, c'est le vaudeville. Et le vaudeville, c'est toujours cette société bourgeoise qui se rit d'elle-même. Et donc, on a ces histoires de fidélité ou de pas fidélité, de couple et pas couple, de tromperie, et puis évidemment, de quiproquo. Toute la vie n'est qu'un quiproquo. Et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'on va se mélanger les pinceaux dans tous les cas. Ce que j'ai bien aimé, alors je ne vais pas dire caricatural, parce que caricatural c'est péjoratif, mais il y a le trait est poussé comme ça. C'est-à-dire que ce soit au niveau des gestes, même de la chorégraphie presque, il va y avoir une accentuation, une façon de mettre en relief l'exagération des choses. Et ça va être à la fois dans les gestes, ça va être à la fois dans les mots, ça va être à la fois aussi avec la musique et parfois la chanson. Et donc, on a cette façon de faire qui nous permet de nous intéresser à un truc complètement démodé, dans un sens. Parce que la société de la début du XXe siècle, c'est pas exactement la nôtre en ce qui concerne la femme, par exemple, ou autre, etc. Mais justement, ça vient, cette façon de mettre en scène vient rafraîchir complètement le sujet et nous permet justement... Alors, moi, sans arrêt, on n'arrête pas de vouloir mettre les choses à notre niveau. C'est-à-dire, on voudrait qu'on regarde le 19e siècle comme c'était le 20e. Et bien là, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, grâce à cette distanciation, on retrouve peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on apprend. Donc, très beau, cette puce à l'oreille. Un petit peu de musique, parce que c'est un vaudeville, de la puce à l'oreille.
Chantal, l'ordre du jour? Oui, d'Éric Vuillard, qui avait eu le prix Goncourt en 2017 pour cet ouvrage, et c'est Jean Bellorini qui fait la mise en scène. Alors, c'est le récit de la rencontre le 20 février 1933 de 24 industriels qui sont reçus par... C'est le récit de la rencontre le 20 février 1933 entre 24 industriels et Göring et Hitler. Donc, mais Jean Bellorini n'a utilisé que 4 acteurs. Alors on a quand même la présence symbolique de ces 24 industriels parce que figurent sur le devant de la scène 24 paires de chaussures. La forme scénographique est excellemment bien choisie. Pourquoi? Parce qu'on va assister à une sorte de cabaret très expressionniste, très noir et très grotesque. Alors imaginez, il y a un plafond miroir mobile qui va basculer et qui va transformer les protagonistes nazis en des sortes de clowns et ça produit des effets de trompe-l'œil. Alors les comédiens apparaissent dans leurs costumes 3 pièces, très psychorigides avec leurs cravates, mais s'ajoutent des masques un peu poupées russes qui modifient bien sûr leur présence et les comédiens, alors ils sont excellents, je vais les citer, Laurent Stocker, Jérémy Lopez, Baptiste Chabotti et Julie Sicard, ils s'avancent sur la scène pour représenter chacun des protagonistes. Alors il y a un moment donné, Laurent Stocker, en tenue de tennisman, évoque le fameux déjeuner entre Ribbentrop, l'ambassadeur allemand, et Chamberlain, le Premier ministre britannique. Il doit annoncer l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne, mais on ne parle que de tennis, c'est complètement sidérant. Un autre moment, c'est Jérémy Lopez, qui est en anorak de ski rouge pour incarner le chancelier autrichien complètement piégé. J'ai complètement été étonnée par la résonance que ce texte a avec notre actualité de 2026. Éric Vuillard écrit à un moment donné « Ce qui étonne dans cette guerre, c'est la réussite inouïe du culot dont on doit retenir une chose, le monde cède au bluff. » Ça m'a complètement effrayée de voir les relations de cause entre des petits faits humains, entre des petites personnalités politiques, et puis qui paraissent anecdotiques, et les conséquences. Donc, on était dans les coulisses, on était dans le non-dit, on était dans les malentendus. C'est à la fois extrêmement visuel et radiophonique. C'est encore jusqu'au 4 mai au Vieux Colombier. Une femme à la mer, André, d'après Florence Artaud, et c'est Nathalie Lucas qui est sur scène. Ben oui, moi j'ai un peu peur seul en scène comme ça, avec l'histoire de croisière, enfin de croisière, de chute. Non, pas forcément, mais enfin avec une histoire comme Artaud, c'est-à-dire qu'elle est une championne maritime, elle a gagné plein de choses comme Tabarly et tant d'autres. Donc elle va nous parler de ses courses, mais bon. J'avais peur de m'ennuyer, que ce soit pas très dramatique. Eh bien, non. Je me suis un peu trompé, et heureusement. Et on va écouter un peu le début de cette femme à la mer. J'ai tellement barré pendant mes courses océaniques que lorsque je vogue sur les flots sans concurrent à battre, c'est pour le seul plaisir de retrouver ma liberté et de rester face à face avec l'immensité du ciel et de la mer. Sur mon bateau, je veux être seule. La beauté de cette solitude ne peut être décrite que par ceux qui la vivent. Et c'est au cœur de cette nuit idéale que l'impensable se produit. Je suis à l'eau, tombée loin de mon bateau, seule et impuissante face à mon destin. Oui, j'ai peur!
l'équilibre. Donc voilà, elle tombe à l'eau. Et voilà, elle est quand même à, je sais pas, une vingtaine de kilomètres de la côte, enfin je sais pas combien exactement. Et il fait nuit, et ben voilà, elle sait qu'elle va mourir. Et mais elle lutte. Et je vous raconte pas la scénographie, parce que j'en ai eu la surprise et ça m'a tellement plu d'en avoir la surprise que je voudrais pas vous l'enlever. Mais sachez que il y a un truc qui fait que c'est pas vraiment seul en scène parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est derrière qui agit. Il y a un homme sur la terre derrière la femme à la mer. Et donc, bon, voilà, il y a une scénographie formidable qui va complètement mettre à la fois la distance, etc., tout ce qu'il faut là-dessus. Donc elle joue très très bien et le texte m'a beaucoup intéressé parce que évidemment je crois que c'est la liberté. C'est la liberté entre ciel, terre et mer. Donc, bon, là, c'est un peu symbolique ce que je raconte, alors que c'est très concret ce qui est dit, mais malgré tout, dans ce concret, on trouve quand même le sens de la vie, de la mort, du ciel, de la terre et des autres. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent spectacle que je vous conseille aux Gémeaux parisiens. Chantal, on s'intéresse au Festival de Paris. Des places de Paris. Ah, des places Parce de que Paris. chaque week-end, d'avril à octobre, eh bien, des ateliers gratuits sont animés par des artistes qui se présentent au théâtre de la ville. Et moi, j'y suis allée, eh bien, samedi 25 avril. Alors, le théâtre de la ville veut créer une sorte de théâtre en mouvement à l'extérieur, eh bien, qui ne touche pas simplement les abonnés et les habitués de la fréquentation du théâtre de la ville. Alors, j'ai assisté, même participé, à un atelier de danse animé par Bruno Guilloré de la compagnie tout de même d'Ofesh Chester. Alors, il nous a fait une sorte d'initiation, d'apprentissage de ce qui fait la caractéristique du travail de Ofesh Chester. C'est-à-dire que nous avons travaillé le mouvement de chacune des articulations de notre corps pour pouvoir le reproduire eh bien, dans une chorégraphie finale où il s'est inspiré, bien sûr, eh bien, des pièces d'Ofesh Chester et notamment de In the Brain, que j'avais vu au théâtre de la ville, Les Abbesses. Alors, il se trouve que le soir, il y a eu un concert et j'ai retrouvé eh bien, un participant et je lui ai posé une question. Qu'avez-vous pensé de la prestation chorégraphe de la compagnie d'Ofesh Chester? J'ai trouvé ça très beau, très inventif, imaginatif. Il nous a fait nous défouler et on a appris plein de choses sur les mouvements et la concentration, le travail sur le corps et l'esprit. Et il a été magnifique. J'ai enchaîné aussi avec un atelier à 15h30, chant pour tous et toutes, avec Musica da Circulo, avec Stéphane Gabé et puis Christina Spano. Nous étions dans le hall du théâtre et nous faisions des sons à partir de notre voix et à partir de notre corps. Mais il n'était pas question de reprendre des chansons connues. C'est-à-dire qu'on a formé des sortes d'ondes musicales, des vagues de flots musicaux. Je me suis vraiment régalée. Et puis le soir, il y avait le fameux concert avec Sofiane Saïdi, qu'on a surnommé le prince du rail 2.0. Il est apparu donc comme une sorte de DJ sur la place du Châtelet. Alors sachez, vous le savez, que le rail est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité.
Bon, c'était un bon mélange de ces sons, de cette musique orientale avec de l'électronique. Alors, j'ai appris bien il y a 2 jours que Sofiane Saïdi sera invitée pour la Nuit Blanche au théâtre de l'Odéon, aux ateliers Berthier avec le Cheb Renner. Le programme du festival continue. Regardez le programme du 2, 9, 24 et 16 mai. Et puis, moi j'ai un petit regret, je n'ai pas vu art et poésie, ping-pong et poésie. Eh bien, j'y retournerai. Alors, on va écouter tout à l'heure un petit extrait de... De Sofiane Saïdi. Mais avant ça, on récapitule, puisque nous avons terminé Jeux de scène, mais que nous allons annoncer Jeux de scène et plus. Alors, pour ce qui est de Jeux de scène, nous vous avons parlé donc du Festival des Places au Théâtre de la Ville, et puis d'une femme à la mer, d'après Florence Artaud, Nathalie Lucas sur la scène, au Gémeaux parisien. De l'ordre du jour, d'après Éric Vuillard, dans la mise en scène de Jean Bellorini, au Vieux Colombier. Une reprise de La Puce à l'oreille de la Comédie Française, Hors les murs, c'est au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Au Théâtre Essaillon, Mozart, Le Dernier Voyage de avec Camille de Léobardi. Et puis 1, 2, 3, Tchekhov, avec Gérard Rousier et Frédéric Schmitt, mise en scène de Jean-Christophe Barbeau, c'est au Théâtre de l'Épée de Bois. Voilà, et donc on se retrouve tout à l'heure pour le plus. Le plus, on vous parlera... d'un film qui nous a pas mal plu, bon, d'expo, de littérature, de BD. À tout à l'heure. Au revoir. على الزهر منها نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي وموالفة وصابرة قالوا عليه مريولة من خوف حزامي عديان نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي قلبي وحدي وانا من نشكي وانا لما نشكي
Rebonjour à toutes et à tous. Rebonjour Amine Fergui, notre metteur en ondes. Rebonjour Chantal Ozouf. Rebonjour André Malamu. Pour cette deuxième partie de notre émission Jeux de scène et plus. Donc là, on est dans le plus. Alors, Chantal. Eh bien, roman, Leçon de grec, de Han Kang, qui a eu le prix Nobel 2024. Une BD de Baru, Rock'n'Roll, ou la première partie, ces salauds de Baby Boomer. Le film de Leila Bouzid à voix basse avec Eya Boutera et Yam Abbas. Que j'ai vu aussi. Et puis... En exposition, Chantal. eh bien, K. Beauté, beauté coréenne, histoire d'un phénomène au musée Guimet, les conservatrices Claire Bettinelli et Claire Trinquet-Solery. Et puis, dans le lieu, rue du Plâtre de Lafayette Anticipation, l'exposition gratis de Diego Marcon, qui s'appelle... Alors, Chantal, leçon de grec? Oui, j'avais Au déjà... pluriel, au des pluri- leçons de grec? Des leçons de grec, et on aura comme ça des petits extraits d'ailleurs de grec qui sont imprimés dans le roman. Alors moi, en ce moment, j'aime beaucoup cette autrice originaire de Corée. J'avais lu déjà La Végétarienne, et là, eh bien, je me suis enthousiasmée pour ces leçons de grec. Alors, ce sont deux protagonistes qui ont une fragilité, l'un et l'autre, et donc qui sont un petit peu isolés par leurs différences. Elle est devenue mutique, elle ne peut utiliser le langage et elle va décider de suivre un cours de grec ancien, la langue morte. Et lui est naturellement l'enseignant de grec. Mais il se trouve qu'il perd progressivement la vie. Comment vont-ils se rencontrer? Moi, j'aime bien l'idée d'une rencontre possible à partir d'une langue morte. Le récit, pour moi, a été extrêmement prenant parce qu'il y a une atmosphère qui croise un peu le réel et le conte philosophique. C'est une écriture très dépouillée, très sensible, très exigeante, très suggestive. L'implicite est très présent. C'est écrit avec des associations d'idées, des petits bouts de souvenirs, de sensations. J'ai eu le sentiment d'entrer dans un univers inconnu et j'ai aimé cette mise en situation du rapport entre le mot et puis la pensée. Ça fait très vrai, c'est très intriguant. On écoute un petit extrait que j'ai lu, mais avec un arrière-fond, eh bien, il y a la musique d'accompagnement de ce roman. La chose avait fini par se produire un hiver, alors qu'elle venait d'avoir 17 ans. Les paroles qui l'enfermaient et la piquaient comme un habit tissé de milliers d'aiguilles avaient soudain disparu. Elle les entendait de ses deux oreilles, mais un silence semblable à une couche de brume épaisse et dense faisait bouchon quelque part entre celle-ci et le cerveau. Le souvenir de la langue et des lèvres qui servaient à les prononcer, tout comme celui de la main tenant un crayon, était devenu impalpable, enveloppé qu'il était dans ce silence cotonneux. Elle ne pensait plus en mots, elle agissait sans mots, comprenait sans mots. Le vide, pareil à celui qui précède l'apprentissage de la langue ou même la conception de la vie, absorbant le temps comme un nuage, encerclait son corps et l'envahissait. Eh bien, j'ai aimé cette histoire de résilience et de plus, eh bien, c'est écrit comme une prose poétique. Donc, on est en pleine grâce dans ce roman. Je vous le recommande. C'est une édition de poche. André, alors BD du côté du rock. Du rock'n'roll. Alors, c'est une bande dessinée. Il y en a qui disent roman graphique, mais moi j'aime pas ça. Mais enfin bon, peu importe. De Baru. Baru, il n'est pas tout jeune, Baru. C'est, comme le sous-titre le dit, hein, c'est les salauds de Baby Boomer.
Ou autrement dit, comme il le dit, vieux. C'est pareil. On se sent un peu concerné. Donc, Baru, salaud de baby boomer, ça s'appelle Rock and Roll et il y aura 2 tomes. Et ça, c'est le premier tome. Il est né donc le 29 juillet 47 à Villers-Porte, en Meurthe-et-Moselle. C'est l'enfant dont les parents immigrés algériens. Le père communiste et ouvrier. Lui, prof de gym pour commencer, avant de se mettre à la baie, d'avoir beaucoup de succès. Et effectivement, moi, ce qui m'a finalement... D'abord, la forme m'intéresse. Ce genre de BD qui alterne le noir et blanc, la couleur, l'imitation photographique, l'écriture spontanée, carrément, on dédicace des choses en bas des planches. Je trouve qu'il y a une forme qui, pour moi, est très intéressante. Alors, ça raconte cette génération-là. Bon, j'ai pas vraiment connu parce qu'ils avaient au moins 10 ans, 7 ou 8 ans de plus que moi. Et on déteste les gens qui ont 7 ou 8 ans de plus que vous. Ils détestaient les Beatles et ils aimaient les Rolling Stones. Et moi, je préférais autre chose que les Rolling Stones. Mais c'est intéressant, justement, cette période. On en apprend beaucoup sur ce mouvement, sur cette jeunesse, pas seulement en France, mais également en Angleterre, aux États-Unis. Et c'est ça qu'il y a de bien dans la BD, c'est qu'on n'a pas une histoire, on en a 7 ou 8. Et il va y avoir deux vieux qui se remémorent leurs souvenirs quand ils essayaient de battre les records de moto là, à 160 km/h entre ici et là, parce que c'est la moto ici, cette époque-là. Et, ou alors, on va se retrouver à Beyrouth dans les années 80, où tout d'un coup, on va entendre du rock'n'roll. Parce que Marchand de je sais pas quoi fait. Voilà. C'est très varié, c'est très intéressant, ça lie les époques. C'est vraiment une très très intéressante découverte et surprise pour moi. Et puis bon, je suppose que la plupart de mes auditeurs n'ont pas forcément connu cette époque. Donc ça peut leur donner une idée. Mais il y en a quand même certains qui aiment bien danser sur le rock. Voilà. Et donc justement, évidemment, ça ne parle que de disques, et il y a plein de sites de références, etc. Je vous ai fait un petit pot pourri de quelques-unes de ces références. For your love, I would give the stars above. For your love, I would give you all I could. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Satisfaction, 'cause I tried
Alors Chantal, nous avons vu À voix basse. C'est un film français, mais tourné en Tunisie, de Leïla Bouzid, qui est tunisienne, mais qui vit en France depuis quelques années. Et donc, on va d'abord écouter la bande-annonce de ce film. جيت من فرنسا لفين خالي تفضل. ماما ليليا ليليا حضري في بيت مامي صعب تمشي تودع. Maman, je te présente Alice, ma coloc. Ça va quand même, tu tiens le coup. Mamie. Oui. فما بوليسية لوطة. حمد علي يرحمه كانت عنده مشاكل خلافات مع اشخاص. عليه جايين تو تبربشوا هالحكايه هذيا ما يوفات. لكن فما برشا حاجات مازال ما فهمناهمش. حاجات ما كنتش فاهمين. سي كوا سيت استوار؟ شيء خوك لقاوه ميت في الشارع عريان وين الغلطه؟ شنو؟ محمد علي ذهبي الناس كنت تعرفوه. فما حاجات ما نعرفوهمش ممكن تعرفوا حاجه انتم. دليلي اللي توفى روح من الكبان مع واحد صاحبنا اسمه بيتيس. لما شكون قال لي انت عديت معاه اخر ليله ولا ما تنجمش تحمي قاتل؟ وين شكون باش يحميني بالله؟ وش يصير توا سيد الكوميسار؟ تو كان تحل بحث وتولي قضيه، انا متاكد اللي الوالده ربي فضلها مش باش تنجم تحمل. البلاد هذه مادام فيها قانون احنا من واجبنا نطبقوه راه. Tu comprends pas ce qu'ils essaient d'insinuer à propos de Mohamed Ali? Donc on fait comme si de rien n'était. C'est pas toi qui vas gérer les médisances ces gens. Ça le pas de Lily. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est un film bilingue. Parce que dans ce milieu assez bourgeois, il faut le dire, assez fortuné de Cessé, c'est lequel De Sousse. De Sousse, pardon, de Sousse. Eh bien, la mère, elle est quand même grand médecin. Dans la famille, il y a un responsable politique très influent. Et puis, et on est là. Et en deux mots, l'histoire, hein, pour situer les choses, c'est un deuil, puisque l'oncle du personnage dont on a le point de vue finalement, parce Lilia. que Lilia, on voit un peu les choses à partir d'elle. C'est fait comme ça. Donc Lilia va rendre à l'enterrement et aux funérailles, hein, parce que ça dure des jours là-bas, de cet oncle. Mais la situation est assez particulière parce que entre la famille et le coming out ou pas out, le coming in de Leïla, c'est pas facile parce qu'elle vient avec celle qui pourrait être sa femme, on va dire, et l'oncle en question, eh bien, il était homosexuel et alors il y a une histoire un peu policière qui se joue derrière, hein. C'est ça que j'ai bien aimé, parce que c'est le film qui est formidable, parce qu'il y a plein d'angles. Chantal. Oui, alors moi j'ai assisté vendredi dernier à la présentation par la réalisatrice au cinéma du Palais de Créteil. Donc, elle nous a dit que ce n'était pas une histoire réelle et elle nous a surtout parlé de cette fameuse maison familiale, rue Carthage, à Sousse, et elle voulait faire son 3e film à partir de cette maison qui va être vendue pour des projets immobiliers. C'est vrai que dans le film, la maison est très bien filmée, qu'on a des clairs-obscurs, qu'on va de plus en plus vers la lumière, et par exemple, il y a la façade qui est très belle, avec la végétation luxuriante. Elle n'a pas du tout parlé de la thématique. Alors moi, je ne savais rien. Alors j'ai eu un coup de surprise, j'ai eu un coup de cœur et j'ai trouvé que le film était assez osé, assez audacieux. Très engagé. Oui, très engagé sur ces mensonges, et tu l'as dit, comme une enquête. L'homosexualité, elle est punissable, enfin, elle est tout à fait dénoncée par la loi en Tunisie. Et donc, en fait, bon, ce qui moi m'a intéressé, c'est le côté famille et relations familiales, et aussi peut-être le côté culturel aussi, et la forme. Je trouve que c'est quelqu'un
qui filme très 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 bien. J'ai beaucoup aimé le jeu des fantômes, le jeu sur ces enfants qui viennent hanter, et on a plusieurs... Du coup, on revient à une époque antérieure, mais c'est fait avec beaucoup de finesse. Oui, c'est vrai, parce que le passé se mêle au présent. Quand elle entre dans la maison, elle se revoit jeune avec ses cousins, et on a la scène représentée. Il y a des fondus enchaînés qui sont étonnants. Et puis, à un moment donné, on pourrait considérer qu'il y a une petite partie documentaire avec justement la manière dont elle filme les funérailles, les rites, mais il y a aussi des choses symboliques. Alors, il y a le choix des comédiennes, hein. Et ce choix des comédiennes, eh bien, il est très judicieux. Elle a choisi Yam Abbas, la comédienne palestinienne qu'on connaît bien, qui joue avec une profondeur, et qui est la mère, et qui va modifier son cheminement, qui va faire quand même quelque chose, qui va faire une réflexion. On ne dit pas, mais tu l'as. Attention, ne spoile pas l'histoire. Oui, et alors j'ai appris lors de cette présentation que la grand-mère, parce qu'il y a 3 générations, c'est très important, ça. Voilà, c'est très important. Et la grand-mère, c'est pas une actrice professionnelle, et qu'elle avait dit à Leïla Bouzid, est-ce que vous saurez me diriger, parce que moi je suis autoritaire. Alors c'est Eya Boutera qui joue la jeune femme, et il y a le titre arabe, parce que le titre français c'est à voix basse, mais le titre arabe c'est Bait al-Has. Et elle disait, Leïla Bouzid, que dimanche dernier, il y aurait pour nos auditeurs. Oui, ça veut dire, oui, tout à fait, ça veut dire la maison du bruit, la maison des bruits. Donc, j'espère qu'il y aura eu un bon retentissement en Tunisie. Il devait passer dimanche dernier à Sousse, et comme l'intime, là, chez elle, résonne avec le politique, on aimerait... ce serait intéressant qu'il passe là-bas et qu'il soit bien reçu. Voilà, donc c'est notre coup de cœur. À voix basse, oui, j'ai beaucoup aimé ce... Caboté? Oui, alors... Cabotinage? Non, enfin oui, on pourrait presque, hein, parce que c'est au sujet de la beauté coréenne, c'est l'histoire d'un phénomène. Alors on connaît quand même l'engouement qu'il y a actuellement pour la Corée, hein. On a regardé des séries, le K-drama, il y a le K-pop, hein. On écoutera tout à l'heure un extrait du groupe BTS. Il y a le K-food. Alors, cette exposition, elle veut parler de l'industrie cosmétique de notre époque. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle s'inscrit dans l'histoire de la beauté pour la Corée. Donc, on va avoir beaucoup de documents, beaucoup d'objets, beaucoup de reproductions, des tableaux, des originaux de la grande période. Alors, je ne la connaissais pas, hein, mais j'ai appris à la faveur de cette exposition, Joseon, qui commence en 1392 et qui se termine en 1910. Alors, il y avait par exemple un peintre de genre du portrait, Shin Yun-bok, qui a beaucoup contribué à révolutionner la peinture de ce genre, et qui montrait comment les courtisanes devaient se présenter avec des coiffes très sculpturales. Donc, il y a des documents, j'ai dit, intéressants, comme le traité médical de cette époque, le Dongi Bogan, et on en voit par exemple l'espace qui était réservé aux femmes. Bon, bien sûr, c'était plus pour les femmes riches et les femmes aristocrates, et on découvre cette culture raffinée destinée aux élites. Le cheveu, c'est un marqueur social, et je revois une photographie de Yumi Kim Lang en 1989 qui représente 3 générations de femmes allongées, habillées en blanc, avec leurs cheveux tout mêlés. Bon, je ne reviens pas sur les transformations du XXe siècle, mais sachez qu'il y a un film intéressant sur la femme libre. Donc, on voit que la caboté s'est construite à partir des tendances anciennes. Alors, j'ai aimé aussi voir la réutilisation du hanbok, la robe traditionnelle qu'on voit quand on se promène en Corée, hein.
dans une vitrine, il y avait un ouvrage qui m'a attiré et qui a fait polémique en Corée. C'est l'ouvrage de Kim Ji-young, né en 1900. C'est l'ouvrage, Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-jo. Et c'est un portrait d'une situation de la femme coréenne dans la situation traditionnaliste, oui, qui va craquer et qui va se mettre à parler avec d'autres voix. Cherchez cet ouvrage, il est dans une collection de poches et vous verrez justement les injonctions que peut avoir une femme au niveau de la beauté au Corée. On va écouter quelque chose, je crois. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va écouter un extrait du K-pop, le groupe BTS. 그래 방탄처럼 그게 말은 쉽지 우린 팀툴 누가 맨날 뛰어넘네 웃기기는 한데 사실 안 웃기지 10년은 말야 어린 반프 not stop yeah pull up at your block we gon' knock yeah head up let it fun fella pop yeah came back for what's mine we don't stop brand new, yeah we on that brand new, you know how we do. Ay. André, tu nous fais découvrir un nouveau lieu d'exposition, mais que je ne connaissais pas du tout, Lafayette Anticipation, qui se trouve 9 rue du Plâtre, Paris 4e. C'est une histoire de mécène? Ben oui, c'est les Galeries Lafayette qui prennent de jeunes créateurs et donc qui les exposent. Il y a deux expositions. Donc toi, tu as Diego Marcon, Prom et Ledji Diaby, Who's Gonna Save the World. Mais je vous parlerai que d'une de ces deux expositions, du plus vieux, qui a même pas 40 quelques années, et c'est un Italien. Qui vit au nord de l'Italie. Et alors, il faut expliquer un petit peu comment c'est sur 2 étages. Et on a au centre une sorte de salle de cinéma qui est très confortable, et avec un écran immense, un peu carré. Et puis, aux 2 étages autour, on va avoir des objets exposés. Et alors, les films, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a 4 films d'environ une demi-heure chacun. J'en ai vu que 2, je vais y retourner. Donc, les films sont des films d'animation. C'est-à-dire que on a par exemple des taupes. Et on voit les petites taupes, elles existent. Elles ont été créées par l'artiste. Mais il va les filmer dans des positions différentes, faire cligner des yeux, faire ouvrir la bouche, etc. Et lire des textes, etc. Ça, c'est l'un des 2 films que j'ai vu. Et puis, j'ai vu, il s'appelle Doll, ce film-là. Et puis, l'autre film que j'ai vu, c'est La Gola. Là, il est question d'un couple et de nourriture. Donc, c'est assez drôle, parce que c'est plein d'ironie. Dans un cas, celui qui parle n'arrête pas de raconter à sa chérie ailleurs à quel point tout ce qu'il a mangé était bon. Et la chérie ailleurs, elle n'arrête pas de raconter comment sa mère est en train de mourir en déféquant plus et mal. Donc, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, et c'est gratuit. Et c'est jusqu'en juillet. Donc, moi, si j'étais vous, j'irais voir cette expo. Voilà. Donc, ça s'appelle Prom de Diego Marcon. Et ça, c'est à Lafayette Anticipation. On vous a parlé aussi, Chantal. Au musée Guimet K. Beauté coréenne, histoire d'un phénomène. Nous avons vu un film vraiment qu'il ne faut pas rater de Leila Bouzid à voix basse. BD, André? BD, Rock and Roll ou Salaud de Baby Boomer de Baru. Oui.
Et découvrez, si vous ne la connaissez pas, l'écrivaine coréenne Han Kang. Eh bien, je vous ai parlé de leçons de grec. Et voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine avec notre jeu de scène et plus. Au revoir.